l'incendie d'un immeuble du 16e arrondissement de Paris. C'était dans la nuit de lundi à mardi. Vous savez que la piste criminelle est privilégiée parce qu'une habitante de cet immeuble a été prise quasiment sur le fait, à l'extérieur, en train d'allumer des feux. Une femme qui a manifestement de gros problèmes psychiatriques, c'était connu. Ses voisins aussi l'avaient constaté. Sa garde à vue a d'ailleurs été levée hier pour un transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Alors on se dit évidemment que cette femme n'aurait pas dû être livrée à elle-même, que le danger devait être évident, danger pour elle-même, pour les autres, comme la suite l'a prouvé. Il s'avère que cette femme avait passé près de 5 années en hôpital psy, de la difficulté d'évaluer l'intensité, les risques, la prise en charge nécessaire de tel ou tel problème psychologique. C'est peut-être aussi d'ailleurs une question de moyens accordés aux structures psychiatriques. On en a déjà parlé ici. Nous allons voir ce qu'en pensent nos invités. Nous sommes avec Sarah Massoud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juge des libertés et de la détention à Bobigny et vous êtes membre du syndicat de la magistrature. Et bonjour à vous, Mathieu Bellassène. Bonjour. Vous êtes psychiatre, médecin-chef en région parisienne, membre du terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs thérapeutiques et auteur d'un livre intitulé « La santé mentale vers un bonheur sous contrôle », publié aux éditions La Fabrique en 2014. Alors, docteur Bellassène, cette femme de 40 ans qui est manifestement à l'origine de l'incendie, 5 années en hôpital psy, un comportement que beaucoup de gens avaient repéré comme étrange, même agressif, est-ce qu'elle aurait pu être signalée comme dangereuse ou suivie par les personnels qui avaient eu affaire à elle dans le passé ? Écoutez, je pense que le problème, c'est celui de la destruction de la psychiatrie par les politiques publiques qui sont comptables de cette destruction depuis une dizaine d'années, et la destruction aussi de la psychiatrie parisienne qui, sous prétexte de neurosciences, de tout un tas de techniques soi-disant modernes, abandonne ces patients. Et donc, on nous vend en ce moment la déstigmatisation, le retour des patients dans la cité, pour, au fond, nous faire avaler la ségrégation de plus en plus grande des patients et surtout leur exclusion, leur invisibilité. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que maintenant on abandonne les patients, soit ils répondent à ce qu'on leur demande, c'est-à-dire une injection ou un traitement une fois par mois, etc. Et on ne travaille plus du tout le lien humain à l'autre, le lien social. Or la psychiatrie, au fond, elle crève du fait que son objet principal, qui est le lien social, on la met complètement de côté. Et je crois que vraiment les politiques publiques sont à ce jour comptables de tout ce qui va arriver de terrible en ce moment, parce que le plus terrible, là on parle d'un fait divers où il y a des gens qui sont morts dans ce fait divers, mais oui. Combien de milliers, de centaines de personnes meurent, se suicident parce qu'ils sont devenus invisibles ou meurent à la rue de froid parce qu'ils sont complètement délirants et ils sont abandonnés par tout le monde. Et je crois que notre société abandonne tout le monde et c'est ça le grand problème. Donc pour vous, c'est vraiment la question des moyens qui est primordiale et qui est à l'origine de tous les soucis. Ce n'est pas que la question des moyens, c'est la question du sens de ce que sont les soins psychiques pour les personnes. Quand vous parlez des politiques publiques, vous ne parlez pas uniquement des enveloppes, des budgets ? Pas du tout. Non, je parle de la conception même de ce que sont les soins. Vous voyez, maintenant, on nous vend dans tous les rapports qu'il faut que les patients aient des paniers de soins. Or, c'est pas des paniers percés de soins qu'ils ont besoin. Ce sont de soignants, de personnes humaines qu'ils rencontrent au quotidien, le temps qu'ils ont besoin. Et le temps qu'on a besoin en psychiatrie, ça peut être un jour, une semaine, un mois, comme ça peut être plusieurs années. Et quand je dis psychiatrie, c'est pas juste la psychiatrie publique et c'est pas juste les structures de santé, mais c'est aussi le médico-social, c'est aussi le social, etc. Et je pense que si on doit reconstruire la psychiatrie, et c'est ce qu'on va faire pour le printemps de la psychiatrie le 21 mars, si on veut reconstruire la psychiatrie, c'est absolument nécessaire d'accompagner les gens, de faire avec leur famille, avec leurs proches et avec le milieu dans lequel ils évoluent, et que la société soit moins ségrégative pour les personnes les plus malades. Bien. Cette personne, moi je sais pas son histoire, mais en tout cas, elle est victime de l'abandon des plus fragiles. Sarah Massoud, alors Mathieu Bellassène parlait des malades psychiatriques qui parfois se retrouvent dans la rue, d'autres se retrouvent devant vous, devant les juges des libertés et de la détention, et parfois ensuite en prison, on le sait aussi, c'est un phénomène qui est connu. Oui, tout à fait. Alors, c'est deux choses différentes dont vous parlez. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas du tout le cas de cette dame et tout ça. Je suis pas du tout au courant du cadre dans lequel elle a pu être hospitalisée ou pas, d'ailleurs. Mais c'est vrai que le juge des libertés de la détention, il intervient en cas d'hospitalisation sous contrainte, c'est-à-dire sans consentement du patient. Et il intervient en fait à double titre parce qu'il y a une atteinte aux libertés, aux droits fondamentaux de cette personne. La liberté d'aller et venir, c'est-à-dire que cette personne, elle est
hospitalisée sans son consentement et elle ne peut pas se déplacer. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas sortir librement de l'hôpital et même parfois elle peut encore moins y sortir qu'elle est placée à l'isolement. Donc déjà, à ce premier titre, le juge des libertés, comme il y a une atteinte à la liberté d'aller et venir, eh bien, il vient contrôler si cette atteinte à cette liberté d'aller et venir est proportionnée, justifiée. Et il peut statuer à ce moment-là et dire cette personne doit être libre, doit être dehors. Alors, on n'est absolument pas là pour se substituer au médecin. C'est-à-dire que nous sommes saisis. On a les avis, différents certificats médicaux, arrêtés préfectoraux le cas échéant, l'avis du tiers, enfin bref, ça dépend de quel cadre, parce qu'il y a plusieurs cadres d'intervention d'une hospitalisation complète. Ouais. Et donc du coup, sur la base de ce dossier médical, sur la base d'éventuelles autres décisions administratives ou judiciaires d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir des personnes qui sont hospitalisées à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale par un tribunal. Bref, du coup, on a un dossier, il y a une audience où le patient est présent, où sont présents aussi parfois des tiers intervenants, où sont présents aussi parfois alors c'est pas le cas en Seine-Saint-Denis, mais des représentants de l'institution médicale. C'est et ce qu'on voit dans de ce dossier, de ces échanges avec le patient, eh bien on décide de maintenir cette hospitalisation ou pas, en sachant qu'on n'est pas là pour se substituer au médecin, et c'est surtout qu'on est là pour aussi contrôler la régularité de la procédure, parce que ces personnes-là ont des droits. Alors, c'est ce qu'on voit aussi dans un documentaire que vous avez peut-être vous-même vu, de Raymond Depardon, qui s'intitule 12 jours, sur des entretiens précisément entre les juges des libertés comme vous et... Des audiences. C'est même pas un entretien, c'est une audience publique. Une audience, tout à fait. Et des patients. Il y a un décalage qui semble énorme. Comment est-ce que vous gérez ça, ces deux mondes qui a priori n'ont rien à voir dans un dialogue pareil? C'est véritablement des audiences qui sont très spécifiques, où l'humain est extrêmement présent. Les échanges sont parfois compliqués parce qu'on a affaire à des personnes qui, dans la grande majorité des cas, lorsque ce sont des gens qui ont été condamnés, mais dans la très grande majorité des cas, ce sont des personnes qui n'ont commis aucune infraction, qui sont là parce qu'ils souffrent de troubles mentaux, qui suivent plus ou moins des soins, qui sont souvent, comme le disait le médecin précédemment, dans une situation de précarité, qui sont fragilisés par un environnement qui peut être compliqué. Donc c'est vrai que l'intervention du juge, dans ces cas-là, elle est extrêmement particulière. D'accord. C'est vrai que ce sont des audiences particulières. Un mot là-dessus, Mathieu Bellassène. Oui, juste, l'intervention du juge des libertés, elle est là pour être un contre-pouvoir à l'arbitraire possible des psychiatres. C'est-à-dire que c'est extrêmement important qu'il y ait des contre-pouvoirs et qu'il puisse y avoir un bout de la société qui vienne un petit peu regarder ce qui se passe dans les hôpitaux psychiatriques. Donc, il faut pas oublier ça. Et or, en ce moment, quand même depuis mai 2018, il y a eu la circulaire Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui a créé un fichier pour toutes les personnes hospitalisées sous contrainte, qui veulent se suicider, etc. Et ce fichier, en fait, il a pour but de faire l'amalgame entre terrorisme et psychiatrie. Or, c'est scandaleux d'avoir fait cet amalgame et que les gens soient fichés alors qu'ils ont des problèmes dans leur vie et de les amalgamer à des choses comme ça. Oui, donc c'est ce que vous vouliez dire tout à l'heure aussi quand vous parliez de politique publique totalement défaillante selon vous, docteur Mathieu Bellassène et Sarah Massoud, juge des libertés et de la détention, sont les invités. 10 morts et une trentaine de blessés à Paris dans la nuit de lundi à mardi. Question sur l'évaluation des risques liés à des problèmes psychologiques puisque la suspecte principale a été prise quasiment sur le fait et c'est une femme qui avait de gros problèmes psy. On l'a su assez rapidement. Nous en parlons avec le docteur Mathieu Bellassène qui est psychiatre, médecin-chef en région parisienne et nous sommes avec Sarah Massoud, juge des libertés et de la détention. Mathieu Bellassène, est-ce qu'un malade psychiatrique peut être considéré comme dangereux à un moment, ne plus l'être quelques semaines ou quelques mois plus tard? Autrement dit, comment évaluer précisément la dangerosité d'un patient pour lui-même, pour les autres? Est-ce qu'il y a des critères pour cela? Écoutez, moi je voulais dire déjà, avant de répondre à cette question, que le fait que la médiatisation de ce fait divers se fasse sur la question des moyens et du sens du soin, c'est une grande nouveauté et je voulais vous remercier pour ça parce que d'habitude on n'entend parler que du sécuritaire, de comment il faut faire pour cadenasser plus les patients, comment les enfermer plus, etc. Et du coup, le fait qu'on pose le problème de fond, qui est celui de la destruction de la psychiatrie depuis des années avec des lobbies comme Fondamental qui font... Oui, alors destruction, c'est le mot que vous employez, hein. Tout le monde n'est pas d'accord avec vous, évidemment. Oui, mais bon. le problème étant, si vous voulez, qu'il y a tout un tas de lobbies qui sont habituellement invités sur les antennes, etc. On n'entend qu'eux.
et ce sont les mêmes qui détruisent des liens humains et des soins humains qui sont faits. Pour répondre à votre question sur est-ce que les gens dans la vie, et ça c'est une expérience que tout être humain peut avoir, la situation change. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se sentir très triste, très déprimé, on peut se sentir pas bien du tout, et puis quand vous êtes bien pris en charge, quand vous êtes écouté, etc., à un moment donné, ça va aller mieux, vous allez pouvoir faire autrement dans la vie. Il en est de la même chose avec la dangerosité. La dangerosité n'est qu'un symptôme d'un mal-être. Oui. Donc, bien entendu, on peut voir quand les gens sont dangereux ou pas. Moi, dans mon exercice quotidien, il y a des gens qui ont été dangereux, qui, au fur et à mesure de soins, qui peuvent prendre du temps. C'est pour ça que j'insiste sur la notion de temps. Qui peuvent prendre du temps. Des fois, ça prend même plusieurs années. Eh bien, des gens qui redeviennent totalement bien, normal dans le contact, etc. Et du coup, il faut, pour ne pas que ces situations de crise arrivent, il faut anticiper la crise. Ça veut dire quoi anticiper la crise? Ça veut dire qu'il faut créer le contact dès que les gens ne vont pas bien. Or, quand vous avez plus d'un an d'attente en pédopsychiatrie dans les files actives publiques, quand vous avez des mois d'attente dans le service public pour les adultes, etc., des situations qui étaient aiguës vont se transformer en situations d'urgence, voire vont se transformer en situation d'urgence dépassée. On va reparler du suivi dans une seconde, de ce contact à maintenir. Manifestement, là, ça n'était pas le cas. Sarah Massoud, simplement, vous qui êtes juge et pas médecin, dans une audience comme ça, comment évaluez-vous la personne que vous avez en face de vous? Comme je vous l'ai dit, on a quand même un dossier médical qui est à notre disposition. On a des décisions aussi qui sont à notre disposition. Puis après, c'est sur l'échange aussi qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a affaire en face de nous à des gens qui, s'ils sont devant nous, présentent des troubles mentaux. D'accord. Oui. Je vous entendais parler de dangerosité, de troubles potentiels à l'ordre public et tout ça. Je pense qu'il faut pas tout mélanger. Je pense que principalement, il faut qu'on se concentre sur le fait qu'on a des gens qui sont en situation de fragilité en termes de santé. Et ça, faut qu'on en ait conscience. Et donc, du coup, nous, après ces échanges, après lecture du dossier, on apprécie. Et d'ailleurs, si on a un doute sur les troubles mentaux, sur le diagnostic, sur l'effectivité d'un suivi. Si on prend en considération la parole aussi de ce patient qui nous dit moi j'ai beaucoup mieux, je vous assure, je peux être pris en charge à l'extérieur, en CMP, j'ai un psychiatre avec lequel j'ai une situation de confiance, et donc du coup, qu'on se dit qu'on a quelqu'un qui a un discours cohérent, construit, eh bien, on peut. Mais vous êtes formé pour l'évaluer. Vous êtes formé pour l'évaluer cette cohérence du discours, parce que c'est pas toujours le cas. On sait qu'il y a aussi des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques et qui dissimulent leur maladie parce qu'elles n'ont pas envie d'être internées. Mais bien sûr qu'on est tout à fait au fait de ça, qu'on a affaire à des gens parfois qui peuvent un peu nous manipuler. On a très peu de temps d'audience. Parfois, ça se déroule en 20 minutes, une demi-heure. Ah oui, mais on a toujours la possibilité aussi, quand on a un doute dans une synthèse de tous les éléments qu'on peut avoir, parce que la parole à l'audience est un élément parmi d'autres, eh bien on peut tout à fait désigner un expert, un psychiatre qui va être extérieur aux psychiatres qui suivent ce patient, qui le suivent d'ailleurs à l'extérieur ou dans le cadre de l'hospitalisation, donc un nouvel expert, un nouveau psychiatre, qui va nous donner un éclairage autre. Et puis souvent aussi les patients, parfois, ils en veulent aussi un peu à l'institution médicale, à tort ou à raison du reste. Et le fait de voir quelqu'un d'extérieur, un autre soignant, un autre tiers soignant extérieur, porter une appréciation nouvelle, un œil neuf sur leur état de santé, ça peut aussi à la fois aider le patient et aider le juge dans sa prise de décision. Mais après, je vais pas vous dire, oui, ce sont des jugements difficiles à prendre, des décisions difficiles à prendre, mais qui sont les mêmes en matière de correctionnel, en matière de placement en détention provisoire. Oui, on fait un métier compliqué. Mathieu Bellassène, Mathieu Bellassène, alors une femme comme ça qui a passé a priori près de 5 années en HP, est-ce qu'elle se retrouve à la sortie totalement livrée à elle-même? Est-ce qu'elle est censée être suivie par des médecins, des infirmiers ou pas du tout? Écoutez, bien entendu que oui. C'est-à-dire, le problème, c'est encore une fois, quelles sont la conception des soins qu'on peut avoir. Si on se dit, on va juste lui donner un traitement une fois par mois, forcément la personne va dire, mais moi, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est qu'il y ait des gens qui fassent attention à moi. Une personne comme ça, qui a été hospitalisée plusieurs fois, ce qui est extrêmement important, c'est quand elle sorte, d'abord on fasse la sortie de manière progressive, on voit comment elle reprend ses marques à la maison, on fait des entretiens avec ses proches, avec sa famille, avec son mari si elle en a un, avec ses enfants. Enfin, on essaye de faire que tout le milieu soit concerné par ce qui lui arrive, et puis on lui propose des activités thérapeutiques, on lui propose tout un tas de suivis
pluriels. C'est ça, il faut vraiment des suivis qui soient hétérogènes et qui s'adaptent sur mesure à la personne. Or, qu'est-ce qu'on a de plus en plus maintenant comme suivi? Ce ne sont pas des suivis sur mesure, ce sont des suivis homogènes qui ne s'adaptent plus aux personnes les plus gravement malades. Et donc, vous avez des gens qui se retrouvent lâchés de l'hôpital psychiatrique parce qu'il faut que les médecins fassent tourner les lits, parce qu'on n'a pas suffisamment de lits, il y a énormément de demandes. On a de plus en plus de demandes de personnes hospitalisées en psychiatrie et on a de moins en moins de places et on a de moins en moins de structures ambulatoires. Bien. Et je pense que la grande problématique, c'est celle aussi des structures d'aval. Nous ne pouvons pas tous soigner à l'hôpital psychiatrique. Il nous faut des dispositifs pluriels pour accueillir au mieux les gens. Bien. Merci beaucoup à tous les deux, Dr Mathieu Bellassène, et merci à vous, Sarah Massoud, invitée du 12-14 de France Info ce midi.